XIe siècle, à Java, régnait le roi Erlanga. Lorsque fut venu le temps pour lui de se retirer en méditation, Erlanga partagea son royaume entre ses deux fils, Pandji Inukertapi, prince de Djungala, et son frère, le prince de Kediri. Après 2 ans de règne, le prince de Kediri conquit le royaume de Djungala. On ne sait pas vraiment ce qu'il advient de Pandji, mais il devient alors un personnage mythique dont on évoque les histoires jusqu'en Thaïlande. Il est un symbole majeur, un idéal à la fois politique et spirituel qui symbolise une sagesse universelle accessible en principe à tout humain. Né au XIXe siècle, l'art Jao, opéra balinais, raconte inlassablement la même histoire, celle de Pandji, prince modèle, à la recherche de sa fiancée, de son énergie ou Sakti, qu'il finit toujours par retrouver après un ensemble de conflits. L'unité est alors retrouvée. La trame est donc toujours la même. En revanche, le contenu est improvisé, car rien n'est écrit. Les acteurs décident en coulisses l'histoire en fonction de l'occasion pour laquelle est joué l'opéra. Ils appliquent cependant des principes scéniques très précis. L'arja peut se jouer n'importe où et ne nécessite aucun décor, si ce n'est un rideau, d'où sortiront les acteurs. Car à Bali, on n'entre pas en scène, on sort en scène. Tous les rôles féminins sortiront d'abord, et les valets sortiront toujours avant leur maître. Le récit opère des va-et-vient entre le royaume Dharma, celui de l'ordre, et le royaume Adharma, celui du désordre, qui regroupe les personnages grotesques, fous. Les acteurs sont des artistes complets, à la fois comédiens, danseurs, chanteurs et musiciens. Si à l'origine, tous les rôles étaient tenus par des hommes ou des enfants, à partir des années 20, les femmes sont admises sur scène. Mieux, elles remplacent les hommes pour les rôles de prince. Le prince parfait doit en effet avoir du féminin en lui. C'est par la musique qu'un acteur débute sa formation, car on ne danse pas sans comprendre la musique, et on n'est pas comédien sans avoir un corps formé à la danse. Le comédien peut alors incarner un type de caractère parmi les 11 récurrents que compte l'Arja, mais on commencera toujours par travailler les plus fous, pour aller vers de plus en plus de retenue et de raffinement. Seuls les initiés auront le droit de jouer les rôles parlés de valets, qui sont le sommet du théâtre. Dans le théâtre balinais, les serviteurs,
avant d'être des personnages, sont les metteurs en scène en direct, les interprètes, traducteurs, commentateurs, médiateurs. C'est avec leurs mots que les autres acteurs savent quand entrer et ce qu'ils ont à faire. Ils donnent en outre les seules paroles que le public comprend, car plusieurs langues cohabitent dans un arja, l'ancien et le moyen javanais, le balinais, l'indonésien, voire pour des passages comiques, l'anglais ou le français. Le comique est en effet très présent dans l'arja. C'est avec le caractère de la servante Maderai qu'il apparaît. Elle est rebelle, moqueuse, irrespectueuse, toujours en retard. Les valets aussi font beaucoup rire, mais pour les balinais, c'est Likou le plus drôle. Likou est la dernière femme à apparaître. Habillée de façon excentrique, elle se croit extrêmement jolie. Elle est parfaitement ridicule, mais peut-être très méchante. Elle est folle et lunatique. Elle veut ce qu'elle ne devrait pas, se marier avec le prince, car toutes les histoires d'Arja sont des histoires de princes enlikoués, c'est-à-dire séduits par une deuxième femme. En revanche, Limbour, sa mère, appelée également sorcière et belle-mère, est une femme redoutable, car, veuve d'un roi, elle a acquis des pouvoirs. Elle amène l'action avec la sorcellerie. On reconnaît les différents caractères à leurs mouvements, mais aussi à leur maquillage et à leurs costumes utilisés uniquement le jour de la représentation. Le costume masculin est composé d'une tenue blanche qui traîne chez les valets et remonte entre les jambes chez les maîtres. Chacun porte dans le dos un poignard appelé kris. Le costume féminin comporte le kamben traînant généralement par terre entre les jambes et un bustier recouvrant un haut blanc dont on ne voit que les manches. L'acteur danse le costume comme il danse le rideau. Tous jouent pieds nus et portent des coiffes gelungan. Ces dernières sont sacrées et on ne manque pas de leur faire des offrandes avant de jouer.
L'Arja s'accompagne d'un gamelan, un instrument collectif composé d'éléments appelés les ritiques. Celui utilisé pour l'Arja est le petit gamelan Gegum Tangan, composé de flûtes et de percussions libres, telles que les Cheng Cheng, le Gong Pulu, le Pengentit, le Kelenang ou le Tawa Tawa. La plupart des musiciens ne se raccordent pas entre eux, car chaque ritik a été accordé lors de la fabrication de l'ensemble. Chaque gamelan a un accordage qui lui est propre. Seul le flûtiste et les joueurs de kendang doivent s'accorder avec les autres éléments du gamelan. Le flûtiste change de flûte en fonction de la note chantée. Chaque caractère a sa propre mélodie. Les joueurs de kendang, quant à eux, sont des entraîneurs du gamelan. Ils dirigent, donnent et modifient la vitesse en fonction des actions. Leur frappe indique aux musiciens ce qu'ils vont jouer ensuite. Flûte et kendang sont des instruments à part entière, autonomes. La musique est cyclique et c'est le gong pulu qui marque le début et la fin de chaque cycle. Il est une référence pour la danse et le texte. L'Arja, sous des airs d'histoire drôle, possède une littérature très profonde, emplie de symboles. Comme dans toutes les formes scéniques javanaises, il y a un récit et différents niveaux d'interprétation. Le niveau spirituel étant le plus élevé. Il doit y avoir un combat final dans tous les Arjas, et, pour qui comprend, ces combats sont à livrer à l'intérieur de soi. Les royaumes, comme les 11 caractères, seraient en chacun des spectateurs, et comme Panji, le but serait de parvenir à l'unité. L'Arja, plus qu'un simple opéra, enseigne cela.